Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition hebdomadaire de Passe l'Info Interview. Bonjour à tous, nous sommes actuellement en compagnie de Monsieur Yahya Gouasmi, président du parti antisioniste. Monsieur Gouasmi, bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Gouasmi, vous aviez parlé dernièrement dans une des interviews données par ma consoeur des prémices d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur ça? Oui, il suffit de regarder un peu comment notre monde y bouge et comment tout se croise dans cette géopolitique. Et les prémices qui montreront, puisque tous à chaque élection disent qu'Israël n'est pas négociable et que la sécurité d'Israël est plus importante que tout, ça veut dire que ça tournera autour d'Israël. Mais bien entendu, ça tournera autour d'Israël, mais il faut qu'il y ait un consensus européen, américain, et il faut que bien sûr l'opinion publique suive. Alors j'avais dit, ils trouveront toujours un moyen de pouvoir nous créer un climat de terreur, terrorisme, gaz sarin, j'avais dit, ou autre chose. Aujourd'hui, il y a des bateaux russes en Syrie. Imaginez ces bateaux, s'il y a des missiles tenus par ces pseudo-révolutionnaires et qui tireront sur ces bateaux russes. Quelle sera la réplique des Russes? Et surtout, si ces personnes ont une couverture de l'OTAN. Donc, ça nous montrera que le terrain sera favorable à une explosion de la région. Il y a un facteur qui pourra nous montrer encore que nous risquons de rentrer dans quelque chose de très fort. Ça a toujours été un plan diabolique. D'abord, un plan en direction de l'Occident, essayer d'espérer d'amener le monde à une confrontation des chocs des civilisations. C'est le sionisme, c'est le lobby. C'est que ceux qui représentent le lobby, on les a vus quand ils manifestaient, et ils prétendaient être une sécurité pour l'Occident. Mais tout ça, c'est de la propagande, bien sûr, enregistrée, amplifiée et diffusée. Mais il y a un autre facteur qui est un peu délicat et qui nous montrera que vraiment nous sommes rentrés dans une phase de non-retour, en dehors des chocs de civilisation. Ils ont toujours misé, et la République islamique a toujours contré cela, ils ont toujours misé sur un choc, une guerre à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire une confrontation sunnite-chiite, et que l'islam soit touché de l'intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près le 28 ou le 29 décembre, aujourd'hui, ils misent beaucoup sur ça. C'est qu'un conflit ouvert sera instauré au Moyen-Orient. Ces prémices, ça se sent au Liban, ça se sent fort en Syrie, ça se sent fort en Égypte. L'Égypte qui, soi-disant, avec ses pseudo-frères, qui essaient d'aller vers une dynamique d'instaurer une forme de respect des religions et l'islam respecter les autres. Il y avait un dialogue à l'Azhar, sunnite chiite. Ça a été arrêté. Ce dialogue a été arrêté. L'Irak, qui commence à sentir une confrontation ethnique et religieuse entre sunnites et chiites. L'Indonésie, qui est très très loin, qu'il y a un mouvement de panique pour les chiites, qu'ils se sentent agressés, les wahhabites derrière. Donc ce conflit sunnite-chiite, il est pratiquement insupportable dans la nation de l'islam. Si l'Occident arrive à amplifier ça,
avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, là, vraiment, nous rentrions dans une phase préparatoire à un grand conflit. Bien entendu, on n'oublie pas aussi la Turquie, qui risque aussi d'employer cette vague et de ce conflit. Bien entendu, la Palestine aussi. Donc, les Palestiniens, il y a des mouvements qui se revendiquent chiites, il y a d'autres mouvements qui se revendiquent sunnites. Avant, tout allait bien. Mais il y a quelque chose, un parfum de division et une guerre probable et désastreuse au Moyen-Orient et qui touchera tout l'ensemble du Moyen-Orient. Quelle est selon vous l'implication de l'Europe dans cette potentielle guerre? En ce qui concerne l'Europe, d'abord, l'Amérique, elle est arrivée à un point où son économie, Obama à sa tête, ce fameux traité budgétaire qui est lent à être signé, ce fameux traité qui a été signé 99 ans, qui est à son terme aussi, son économie balance, mais ils essayent de reprendre l'économie. En somme, l'Amérique, il ne faut pas tellement aujourd'hui la pousser à réagir, mais elle se sert bien entendu des pseudo-islamistes et elle se servira d'autres pour enclencher en laissant faire, puis après intervenir. Ça, c'est une réalité qui risque de se proposer. L'Europe. Eh bien, l'Europe, aujourd'hui, avec le voyage de Hollande et avec ces étudiants de juifs de France, du JP, ou je ne sais pas comment ils JF, qui ont été à Tlemcen et qui ont établi des relations, ça veut dire la France, est en train de jouer une carte africaine. Vous savez, quand vous voyez des mouvements de personnalités politiques qui voyagent et qui font des réunions avec des responsables, c'est leur proposer des négociations économiques, d'une stabilité, une vision d'une stabilité, mais en réalité, ils préparent l'avenir. L'Occident prépare l'avenir. Mais ce qui montrera encore beaucoup plus que nous, ce sont les grandes prémices d'une guerre catastrophique pour tous, c'est l'Allemagne. Quand on voit l'Allemagne et son histoire, qui a été entraînée à faire une deuxième guerre mondiale avec un chiffre de 60-80 millions. Ce qui s'est passé avec ces banquiers et ce sionisme qui l'a entraîné à cela. Eh bien, le scénario risque d'être le même. L'Allemagne a toujours été, elle s'est isolée avant que ce mur ne disparaisse entre les deux Allemagnes, elle a toujours été une Allemagne militaire. On a trouvé le moyen de pouvoir, comme vous avez pu le constater, l'Allemagne n'est pas rentrée militairement. Elle a donné quelques hommes en Afghanistan. Mais aujourd'hui, si nous regardions bien l'Allemagne, avec son leadership économique, n'a pas tellement été favorable avec la Libye. Ils ont été un peu neutres. Mais elle se rencontre, on essaie de lui montrer, je crois que maintenant elle est convaincue par ces sionistes qui dirigent, qu'ils ont besoin de sa participation parce qu'il y a des marchés potentiels et une grandeur économique que s'ils agissent de cette manière-là. Elle est piégée, elle ne veut pas perdre son leadership économique en Europe. Quand on verra l'Allemagne, et aujourd'hui on est en train de le voir, quelque part en Afrique, militairement, hein, je parle, envoyer une armée pour l'Afrique, s'intéresser pas très loin de la frontière algérienne, à l'Algérie, avec ce qu'elle est en train de faire en Algérie. C'est-à-dire, si l'Allemagne
on arrive à l'entraîner en lui miroitant qu'après une guerre, elle sera encore beaucoup plus florissante, mais qu'il faut qu'elle investisse militairement, économiquement, ses projets, elle risque de tomber dans le piège. La preuve, c'est qu'elle a donné à Israël, non seulement elle lui donne tous les ans et elle lui donne un argent fou, mais on la voit impliquée maintenant à la frontière avec les patriotes à la frontière turque, c'est-à-dire les Allemands militaires à la frontière turque. Hein? On la voit en Afrique, on la voit un peu partout s'investir militairement, et il y a un parfum que si cette armée allemande retrouve son énergie, elle risque d'être entraînée dans une guerre qui sera, pour finir comme la Deuxième Guerre mondiale et la Première, qui finira par être contre elle. Mais là, elle n'est pas consciente. Donc l'Allemagne, qui fournit des armes, des sous-marins nucléaires à Israël, et qui fournit énormément. Ça veut dire que l'Allemagne, aujourd'hui, est le point de repère européen. C'est à travers l'Allemagne et ce qu'elle investit militairement comme homme et comme moyen qui montrera que nous sommes à 80% d'une confrontation très catastrophique, pour dire ce terme. Et vous parliez de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie exactement? Eh ben, l'Algérie, elle a des ressources. L'Algérie, c'est le Sahel. Si on contrôle l'Algérie, eh bien, l'Afrique vous appartient. C'était la politique. Vous étiez jeune, et moi aussi, mais je me rappelle que le Maroc, la Tunisie, l'Afrique ont été libérés. Le colonialisme est sorti, mais pas pour l'Algérie. L'Algérie est une porte ouverte pour l'Afrique. Et je dis amicalement et fraternellement aux responsables politiques algériens qu'il est temps qu'ils s'arment de lucidité et qu'ils voient que les épreuves du passé risquent de revenir encore pires. Alors qu'ils font attention à ce pays. Ils ont le pouvoir entre les mains. Surtout, ne laissez pas le sionisme rentrer en Algérie. Il est en train de rentrer. Le sionisme est en train de prendre pied sur le territoire. Mais bien sûr, à travers des binationaux, à travers une France qui se dit ce qu'elle se dit, hein, sans rentrer dans la République et ce qu'elle dit. Il faut avoir une maturité politique et observer les dangers qui risquent de guetter encore l'Afrique du Nord. L'Algérie est un pilier de colonisation pour l'Afrique tout entière. Et vous pensez que les gesticulations dernières de M. Hollande et sa venue en Algérie sont les prémices de ce que vous dites? Je crois allez, je reprends sa phrase. Hollande n'a pas été à l'époque coloniale. C'était un enfant où il n'était pas encore né. Ça veut dire que ces socialistes, est-ce qu'ils ont la lucidité de ne pas faire les mêmes erreurs que les sionistes socialistes du passé? Est-ce qu'ils partent d'un bon principe, d'une relation économique, d'un partage du savoir et dans le respect, etc., entre les nations? Je crois qu'il faut être patient, l'observer. C'est dur de le dire, ils sont nourris au biberon du sionisme. C'est-à-dire qu'ils voient que l'intérêt au détriment. Mais pourquoi ramène-t-il alors des étudiants juifs de France qui sont ralliés généralement au sionisme et non pas tout simplement... Non seulement ils sont ralliés au sionisme, mais qu'ils interdisent toute manifestation palestinienne. Alors, est-ce que les Algériens ont été pris de court? Et dans leur hospitalité, d'un seul coup, ils les ont découverts et qu'ils ne pouvaient pas les expulser? Ou est-ce qu'une partie de l'Algérie, elle est déjà conquise pour le sionisme? Non, de la vigilance,
Je dis au peuple d'être vigilant, mais de ne pas tomber dans le piège de ceux qui ont fait les printemps, soi-disant, alors que c'est des printemps sionistes. Et qu'il faut être vigilant. Et puis, les frères qui ont la responsabilité, le président et les ministres, les députés, faites attention à ce pays. Il y a déjà eu 1 million de martyrs. Vous êtes responsables. Et un jour, vous devez rendre des comptes. Je prie Dieu pour la stabilité de ce pays, de ce gouvernement, de son président. Mais avec un peu plus de conscience, ce qui se fait dans le monde nous touchera un jour. Et toutes ces choses que traverse le monde arabe, le monde islamique et du Moyen-Orient, ce ne sont que des pressions contre vous. Alors, d'une chose ou l'autre, ou vous avez le tawakkul, vous avez confiance en celui qui nous a donné, ou qui a donné l'indépendance par le sacrifice et la juste cause contre le colonialisme, et la confiance en Dieu, ou alliez-vous avec les sionistes, et un jour vous allez vous rendre compte que c'est même pas pour vous. Même s'il vous sourit, il vous sourit pas. Même s'il vous tend la main, c'est un poignard, une main empoisonnée. Donc soyez conscients qu'on ne peut pas être intime, mais on peut être intime avec son peuple, avec sa terre, avec ses ancêtres, avec sa richesse, sa noblesse, sa grandeur, mais pas avec ceux qui nous ont fait du tort et qui continuent à faire du tort au monde entier. Et je parle uniquement du sionisme. Monsieur Gouasmi, vous parliez tout à l'heure d'un éventuel embrasement au Moyen-Orient. Quel est le rôle pour vous de l'Arabie Saoudite dans ce futur embrasement? Elle est pièce maîtresse dans cet embrasement. Mais bien sûr, il y a toujours dans le système un grain de sable qui fait un peu bloquer la machine. Aujourd'hui, le roi d'Arabie Saoudite, ou il est mort ou il ne l'est pas. Nous croyons qu'il est fort probable qu'il est mort et qu'on cache sa mort. Nous le croyons, l'eschatologie le dit. Mais je ne veux pas parler religieux. Alors, s'il est mort, c'est un grain de sable pour le Moyen-Orient. En tous les cas, pour les desseins d'Israël. Et qu'il faut reprendre en main ce pays. Je ne sais pas si vous le savez, à l'intérieur, il y a des troubles. La famille royale est divisée. Comment que ça sera? Jusqu'à aujourd'hui, ils obéissaient à doigt et à l'œil. Maintenant, les hommes qui décident en Arabie Saoudite ne savent pas quoi décider. Le testament n'est pas clair. Cette pièce maîtresse du Moyen-Orient risque de ne plus avoir de valeur. Quand vous dites qu'ils sont divisés sur l'idéologie ou sur la stratégie? Non, ils sont divisés dans le sens où ils se rendent compte qu'ils servent les intérêts pas du Moyen-Orient, bien au contraire. Bien entendu, je parle d'un certain groupe. Je ne parle pas de la royauté. Mais à l'intérieur de cette royauté, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut un peu stopper cette machine pro-israélienne et pro-sioniste, pro-américaine. D'accord. Pour vous, quel est le rôle de l'Iran dans la géopolitique de cette future année? L'Iran est le phare par où les gens peuvent, je ne sais pas comment le dire, naviguer à travers cette lumière. Ils ont été constants et n'ont pas changé d'un iota leur islam au détriment de l'islam. L'islam que représente cette révolution islamique, le premier pas de cet islam était le bannissement de l'ambassade d'Israël et de le remplacer avec l'ambassade palestinienne. L'occupation de l'ambassade américaine, qu'ils appellent le nid d'espions
américain du grand Satan. Les pays, soi-disant, qui ont fait ce printemps arabe et qui ont amené ces pseudo soi-disant musulmans, aucun d'eux, bien au contraire, aucun d'eux n'a fermé l'ambassade. Bien au contraire. Ils ont multiplié les contacts et les relations avec Israël. Qu'est-ce que c'est que leur islam? Nous doutons de leur islam. L'islam d'un compromis au service des ennemis de l'islam. Ça les mènera, bientôt, 2013, à une répulsion de la population qui devient de plus en plus consciente. En Égypte, en Tunisie, au Maroc. Mais là, si les hommes qui sont conscients de la stratégie géopolitique, de ce qui se passe au Moyen-Orient et dans les pays musulmans, ce sera de l'antisionisme pur, le bannissement des ambassades, et je ne sais même pas si ça ne va pas aller plus loin. Est-ce que c'est ce qu'Israël voudrait, l'Occident voudrait? C'est possible. Est-ce que le monde arabe est prêt? Vous savez, le monde arabe n'a rien à perdre. Ils sont à un niveau, bien sûr, mis à part les pays du Golfe. Tous les autres pays arabes n'ont rien à perdre, leur population. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à une politique politicienne qui ramènera une prospérité et une sécurité pour la nation. Autrement, ça aurait été déjà avant. Et que cette continuité de Moubarak sans Moubarak, de Moubarak avec une barbe islamique, ça ne trompera pas dans le temps encore. Les gens prendront conscience que le vêtement islamique n'est là que pour servir les intérêts du sionisme et de l'Occident. Et qu'est-ce qui fait justement que ces pays ont choisi de se prosterner devant Israël, devant l'Occident, devant... Celui qui détient l'argent, le pouvoir économique, je veux dire par là les États-Unis et l'Europe, ils ne sont existants jusqu'à aujourd'hui que parce que les pays du Golfe, les pays arabes, sont les premiers investisseurs. Mais avant que les pays arabes et le pétrole soient ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu des systèmes économiques qui ont mis des bases et des structures où quiconque signe un accord avec le FMI ou avec la Banque fédérale, il est lié politiquement, économiquement, avec cette organisation, ce mondialisme ou ce sionisme. Vous voulez dire qu'ils sont enchaînés? Le monde est enchaîné par le sionisme. Quand ils détiennent les clés de la fédérale, la Banque fédérale, quand ils détiennent les banques, et je ne parle que de Rothschild, Rockefeller et Morgan, qui sont à la base justement de ces structures et à la base des guerres, et à la base de l'ONU, et à la base de l'occupation sioniste de l'entité en Palestine, ils nous amènent avec ce pouvoir, ce hold-up, cette banqueroute qui risque de se passer, à une troisième guerre mondiale et une suprématie. Bien sûr, l'Amérique et le dollar disparaîtront, et l'Europe aussi. Et parce que l'Amérique et l'Europe savent qu'ils risquent de disparaître, qu'ils s'accrochent à Israël et qu'ils ont une crainte de ne pas faire rentrer le monde dans le chaos, parce que une guerre contre l'Iran, puisque c'est l'Iran qui est visé, c'est le pétrole de détroit d'Ormuz. Le pétrole de détroit d'Ormuz devient rare, quoique l'Arabie saoudite soutient, mais maintenant avec un roi moribond, risque de faire chuter le dollar complètement. Cette mise en scène, elle est sioniste. Foutre le dollar en l'air, ça veut dire foutre l'euro en l'air. Ça veut dire que le dollar et l'euro dépendra. Oui. Et non seulement il dépendra, mais Israël reprendra le leadership
et deviendra encore une fois, ou encore pour la première fois, mais quelque chose de plus fort, eh bien, le peuple élu, avec, quand je dis le peuple élu, le sionisme élu pour quelques années, et qu'il gérera parce qu'il a le pouvoir. Mais moi, je peux dire une chose toute simple. L'histoire nous a appris que quiconque, dans l'histoire des continents et des peuples, monte d'une certaine manière, à une certaine hauteur, pour lui, la chute est non seulement inévitable, mais dure. Plus haut placé, plus la chute est dure. Donc la chute d'Israël, elle sera une très bonne chose, parce qu'on sera débarrassé du sionisme, et peut-être un nouvel élan, peut-être un nouveau respect. Il n'y aura pas de profit, mais il y aura un profit pour notre humanité tout entière. Peut-être que l'agneau et le lion les verront ensemble. Est-ce que ce dessin est inévitable ou est-ce que, avant qu'il y ait cet embrasement, est-ce qu'une conscience collective du peuple peut fonctionner et prendre place? Quand on est arrivé sur la scène politique ici en France, on a cassé un mur. Avant, on ne pouvait pas parler de l'antisionisme parce qu'il était assimilable à l'antisémitisme. C'était tellement ancré dans la cervelle des citoyens que prononcer ce mot, déjà pour eux, c'est pas possible. On a cassé ce mur. Et aujourd'hui, on parle plus librement. Et plein de vidéos, plein de documentaires, plein de dans la presse alternative, de commentaires, d'écrits libérés, et montrant du doigt la nuisance de l'État sioniste, sa création, etc. C'est, en somme, une victoire pour nous de redonner cette conscience. Justement, on vous reproche d'être frontal, mais vous êtes suivi et aimé par plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le constat que nous pouvons faire. Au mois de décembre, on est plus de 200 000. Décembre 2012. Cette conscience, je crois qu'elle est partagée. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui n'apparaît pas. C'est que l'Afrique du Nord nous suit aussi. Je veux dire par là, pour ne pas trop dire, on est suivi. On est bien suivi. On est très bien suivi. Est-ce que justement ce suivi est lié à cette prise en main des banlieues en France? C'est ça l'objectif du sionisme et du Qatar. Pouvoir avoir une alternative sur les territoires européens. Et en l'occurrence, la France est un phare pour le Maghreb. Elle est un phare pour le Maghreb, elle peut apporter la stabilité ou apporter le trouble dans ces pays. La stabilité et le trouble ne peuvent être gérés que de l'intérieur de la France qui devient un phare pour ces pays. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le parti antisioniste attaque les lobbies sionistes en France, mais il ne s'ingère pas. Et il a compris qu'il ne doit pas s'ingérer dans les affaires marocaines, même si on doit dénoncer l'ambassade israélienne qui est sur place, ni tunisienne, ni algérienne. Eh bien parce que, avant que l'on dise quelque chose sur le Maghreb, il faut bien qu'on réfléchisse. Mais notre souhait, c'est que le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres retrouvent leur stabilité. Et leur stabilité passe par leur peuple et passe par leurs dirigeants. Monsieur Guasmi, pour revenir juste un petit peu en France et par rapport aux activités de votre parti politique, quelles seront vos actions pour 2013? Et une petite question aussi dans la question, quel est l'avenir de la France?
au rang national? La France, elle s'est liée au mondialisme. La France nous fait croire qu'elle est indépendante. La France n'est pas indépendante, comme pas mal de pays européens. Donc la France suivra. Et le peuple suivra. Il s'en nourrit pour obéir et suivre dans un intérêt médiocre des miettes. La France, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'elle aura un rôle? Je ne crois pas qu'elle aura un rôle, sinon d'être un supplétif, d'être un éclaireur, d'être un laboratoire, mais surtout avec l'islam en France. La France joue sur des tableaux où elle ne maîtrise plus rien, ni son économie, ni son avenir dans l'Europe, ni dans l'euro, et elle fait tout pour ne pas perdre cet équilibre ici. Elle pense qu'elle peut encore continuer une colonisation sous une forme de participation ou de collaboration. Non, la France, elle a un potentiel si elle le veut. À elle de choisir son destin. Et vous, vos actions? Nos actions sont encore dans la même continuité de partager ce message avec tous. Mais je vais, avec la permission de Dieu, frapper un grand coup. Et le parti antisioniste brandira l'étendard, non pas pour récupérer, parce que nous ne cherchons pas le pouvoir, mais pour en témoigner. Aujourd'hui, la révolution est une obligation. Mais pas les révolutions comme on a pu les voir, avec la matrice et les mains cachées du sionisme et des banques. Cette révolution n'est pas une révolution communisme contre capitalisme, capitalisme contre communisme. Tout ça, c'est balayé. Le vent de l'histoire a montré ce grand bluff. Aujourd'hui, nous prétendons recentrer l'homme dans sa dignité et dans sa transcendance, que dans sa vie, il y a un sens à prendre dans notre vie. Et quand vous dites frapper d'un grand coup, vous pouvez être plus précis? Je voudrais plutôt dire notre but, frapper un grand coup, c'est de remettre dans l'axe de ce que nous sommes, parti antisioniste, un axe qui donne une vision d'une solution à ce sionisme. Et redéfinir cette révolution, non pas comme elle a été définie jusqu'à aujourd'hui, l'Est-l'Ouest, mais lui donner une dimension où tous les juifs antisionistes doivent y participer. Donc multiplier les forces. J'en reviens. Et multiplier les relations et ce front avec le christianisme. Et bien entendu, christianisme anti-sioniste, pas christianisme collaborateur. Et l'islam anti-sioniste, non pas l'islam des musulmans, pseudo-musulmans, collaborateurs comme il y en a ici. Essayer de faire une dynamique antisioniste, mais une révolution spirituelle, où tous, qui ont un but, qui ont un sens dans ce but, transcendant, qu'ils ont une famille, qui aiment leurs gosses, qui sacralisent la famille, qui est aujourd'hui le but suprême du sionisme pour la démolir et la détruire. Recentrer ces valeurs et leur donner un sens et les partager avec tous. Combat antisioniste dans l'unité spirituelle des trois religions, c'est ce que nous croyons. C'est une nouveauté pour 2013 ou il y a déjà eu dans le passé ce genre d'alliance? Et il y a eu bien sûr dans le passé avec le judaïsme, représenté par nos amis Shmuel Borman et son épouse, et d'autres.
et bien sûr parmi les chrétiens qui nous ont rejoints, hein, et qui, on les voit sur les vidéos des responsables chrétiens. Mais nous voulons aller encore plus, c'est-à-dire marcher ensemble et dénoncer ce fléau. Parce que quand on dénonce le sionisme, on dénonce un point commun, c'est le démon. Alors nous, il n'y a pas de doute que le sionisme, c'est le terreau du démon. C'est avec ça qu'il nous a fait descendre Gog et Magog. C'est ce sionisme et ce Gog et Magog qui ont pris la Palestine. C'est ce sionisme, Gog et Magog, l'anti de ce que nous croyons, qui a fait que l'Occident il s'est mis à genoux. Quand je dis Gog et Magog, bien sûr, j'entends par là l'économie, j'entends par là les clubs influents, les lobbies. Donc notre combat 2013, ce sera un combat ouvert et spirituel. Avez-vous eu des juifs antisionistes, mais de France? Je crois qu'on a publié certains articles des personnalités juives, rabbins, qui nous ont écrit pour nous soutenir et qu'on a publié leur... mais vous savez, enfin, comment le dire? Le terrain est miné. Ce terrain de combattre le sionisme, il est miné par les lobbies. Ça veut dire qu'à chaque étoile qui apparaît, toutes se focalisent contre elle pour la faire disparaître. Et ça me revient à dire que dans la géopolitique, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui est trop important. La Syrie, le Liban, c'est des forces spirituelles qui composent la communauté libanaise ou syrienne, cette conciliation, ce christianisme qui marche la main dans la main avec l'islam, qu'on cherche à démolir. Cette plaque tournante qui est la Syrie, ce monde. L'enjeu, c'est cette relation, cette alliance. C'est pour ça que la Russie ne rentre plus dans le système occidental, parce qu'il a une alliance de ce fait. L'orthodoxie avec l'islam, l'Iran. C'est ça l'objectif. Parce que quand on va réussir ça, il restera encore quelques jours et la victoire pour tous. Je ne parle pas de la victoire pour une catégorie, pour une religion, la victoire pour tous. Est-ce qu'on peut être non-croyant et comprendre et rejoindre ce combat? Bon, en tant que suppléant ou en tant que quelqu'un qui... En tant qu'acteur. Ouais, en tant qu'acteur, ben, on aura chacun sa part et son rôle à jouer dans ce combat. Trop facile de dire non-croyant. Ces gens qui se disent non-croyants, ils aimeraient bien être croyants, mais ils n'ont pas trouvé des hommes croyants. Très bien, vous parlez juste, j'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de la famille. En quoi est-il menacé en France? Eh bien, allez, je sais pas comment te dire, je sais pas comment dire ça, mais enfin, je le dirais peut-être à mi-mot. Dans le passé, les monarchies, les royautés s'entouraient d'eunuques. Mariage pour tous. Eh bien, comment ils vont toucher les familles? Ben, la délinquance. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre société? La femme aussi. Elle est satanique. Je dis bien satanique. Vous avez un conseil à donner un petit peu aux jeunes qui sont le futur, normalement, de notre nation?
À tous les jeunes, ne soyez pas dépendants. Soyez libres. Quand nous disons libre, ça a un sens. Nous disons libre d'abord de ce moi soi-même. Si on arrive à être libre de ce moi soi-même, de ne pas accepter la vie de ce monde comme un mirage, et de préparer, de laisser une trace, une famille, un nom, une prospérité, un héritage, le transmettre, le recevoir d'abord de nos ancêtres, et en passant par nous est une continuité, et que nous le préservons au nom de la justice et de tout ce qui caractérise une famille humaine. Je leur dis tout simplement, pas de drogue, pas d'alcool. Et ce qui se rapproche de la drogue et de l'alcool, pas de sionisme, bien sûr. On sait que derrière tout ça, il y a du sionisme. Oui. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, M. Gosmi? Non, tout mon espoir pour que la Syrie retrouvera son équilibre, son peuple, autour d'une table, et tous les responsables discutent et donnent une leçon aux ennemis de la Syrie. Qu'ils soient du monde arabe, qu'ils soient de l'Occident, qu'ils soient, mais qu'il n'y ait en réalité que du sionisme. Nous prions Dieu pour qu'une paix arrive et que nous ne tombons pas encore pire que ce qui se passe avec une guerre à deux visages, sunnites contre chiites. Alors là, le sionisme a réussi sa plus grande marque et son apocalypse n'est pas très loin, avec son Armageddon, avec une guerre. Armageddon, oui. Merci, M. Gosmi. Et que l'Iran continue à être le phare. Et que Dieu protège son peuple, son guide. Et tous les hommes de bonne volonté. 2013, où nous allons revenir, où nous allons partir. Merci, M. Gosmi, d'avoir répondu à ces questions. Merci à tous. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, passez passez l'info. l'info.